Nous retrouvons Henri Kodo après ces quelques semaines d'absence. Avec lui, nous allons parler du Togo Qatar 2022. Les éperviers démarrent les éliminatoires contre le Sénégal le 1er septembre. Nous allons parler du Mondial 2022. La CAF demande aux Anglais de libérer les joueurs africains. Et puis, transfert Mbappé et Ronaldo sur le départ. Foot, les poules de la Ligue européenne des champions sont connues. Henri Akodo, bonjour. Bonjour Michel, Glory Samuel Takwa, bonjour à nos chers amis téléspectateurs. Vous allez bien? Je me porte à merveille. Alors, le début des éliminatoires, c'est le 1er septembre précisément pour les Togolais et pour les Sénégalais. Le match entre Togo et Sénégal, ça nous rappelle des souvenirs. Selon vous, quelle arme le Togo possède pour aller jouer contre le Sénégal? C'est une rencontre qui s'annonce après ardue pour les éperviers du Togo, mais les éperviers ont véritablement également des atouts, nonobstant les vents contraires, les zones de turbulence, les périodes de remous qu'a traversé cette sélection ces 5 dernières années. Je pense qu'aujourd'hui, qu'il y a quand même de la qualité dans cet effectif pour rêver, mettre en danger cette formation sénégalaise qui semble être véritablement un épouvantail. Je pense qu'avec un joueur comme Kodio Fodolaba qui vient d'inscrire un but, 3 buts en 2 rencontres avec sa formation Al-Ain aux Émirats Arabes Unis, même si c'est un championnat exotique, aujourd'hui, il est en pleine forme, en pleine possession de ses moyens physiques en tant qu'attaquant. Il pourra véritablement, s'il est déterminé, faire bouger les lignes. Maintenant, à part de là-bas, il y a Din Dakonan Ortega, le capitaine de Veta fait en Liga espagnole, qui sera très déterminant dans la rigosité défensive de cette formation togolaise le 1er septembre prochain au niveau du stade Lat Dior de Thiès. Cette rencontre est une rencontre qui est très attendue parmi les différentes rencontres pour le démarrage de cette campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. On sait que c'est 40 nations, 40 sélections, 40 nations qui sont en course pour obtenir en tout cas les 10 tickets pour le deuxième tour afin de pouvoir disputer les playoffs. Donc parmi ces nations, le Togo et le Sénégal. Le Sénégal, première nation au classement FIFA, 20e. Au classement 20e sur le plan mondial, premier sur le plan africain, vice-champion d'Afrique. Le Togo qui sort d'une période très tumultueuse, je le disais tantôt, qui va tenter de pouvoir tenir la dragée haute à cette formation sénégalaise. L'historique de cette confrontation entre les éperviers du Togo et le Sénégal, c'est qu'en phase de qualification pour la Coupe du Monde, en 4 rencontres, le Sénégal n'a jamais battu le Togo. On se souvient de cette rencontre historique, tout simplement monumentale, du 18 juin 2005 au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, où les Sénégalais, avant cette rencontre, il restait 2 journées avant la fin de ces éliminatoires, et donc les Sénégalais avaient 18 points, alors que le Togo avait 20 points. Les Sénégalais avaient besoin d'une victoire pour passer devant les Togolais. Le Togo avait mené en début de période, grâce à un but de Oloufade Adekambi. Derrière, c'est une égalisation sénégalaise, but de Mamadou Niang à l'époque. El Hadji Diouf a marqué le second but. Et en deuxième période, Emmanuel Adebayor a fait dormir tout le peuple sénégalais avant 19h. C'est dire qu'aujourd'hui, même si les époques ont changé, on peut se baser sur ce relent historique côté togolais pour pouvoir aller créer la sensation dans cette dans ces temps du stade Lat Dior de Thiès le 1er septembre prochain. Vous avez la maestria de ces analyses pointues des rencontres de football. C'est la même question, presque le Togo sur le plan tactique. Quel argument il a pour défier le Grand Sénégal? D'abord, il faut parler tout d'abord des forces de cette formation sénégalaise. Je le disais tantôt, Sénégal vice-champion d'Afrique en titre, première nation au classement FIFA, en Afrique, 20e sur le plan mondial. Le Sénégal a des atouts pas possibles, des joueurs qui évoluent à des très haut niveau, une maîtrise technique sur le plan individuel et sur le plan collectif, avec une bonne assise défensive. Vous avez des défenseurs comme Halidou Koulibaly, le joueur de Napoli. Vous avez un joueur comme Sékou Kouyaté, le joueur de Crystal Palace, sans oublier également Abdou Diallo, le Parisien, et le Milanais Balo Touré, qui sera aligné sans doute sur le flanc gauche de la défense sénégalaise. Dans l'autre jeu,
il y a des récurrences, il y a des circuits préférentiels pour cette formation sénégalaise, c'est quand même cette rotation permanente entre Mempalis Mendy, le néo-international sénégalais joueur de Leicester, et Idrissa Gana Gueye sur les sorties de balles courtes, mais également sur les longues ouvertures pour pouvoir trouver la profondeur dans le jeu. Et également, l'une des forces de cette formation sénégalaise, c'est quand même les couloirs. Ces joueurs-là qui mangent la ligne, notamment Ismaïla Sarr, le joueur de Watford, qui est très convoité par les grosses écuries de la première ligue, notamment à Liverpool, qui va très vite, qui est très percutant, qui entre à l'intérieur également pour créer du surnombre, sans oublier la perle magique, le lutin rutilant de cette formation sénégalaise, Sadio Mané, le joueur de Liverpool, qui sera véritablement la figure de proue de cette formation sénégalaise dans sa capacité à pouvoir créer du déséquilibre dans la défense togolaise. Devant, il faut également parler de cet attaquant, Boulaye Dia, le transfuge de Villarreal, ancien joueur de Reims, qui sera également de la partie. Donc c'est dire que le Sénégal a des atouts. Est-ce qu'on peut dire, on peut déjà dire qu'au niveau au haut niveau, le Sénégal l'emporte carrément? Bien évidemment, sur le papier, le Sénégal a des atouts, a des ingrédients, a une escouade de joueurs très talentueuse. Le Sénégal, c'est une grosse machine, je le disais tantôt, tous ces grands joueurs-là, Idrissa Gana Gueye, dans l'enjeu le Parisien, qui va jouer un très grand rôle dans l'équilibre de ce collectif sénégalais. Mais le Sénégal, au-delà de ses forces, a également des faiblesses, notamment sur le plan défensif, la lourdeur défensive. C'est une équipe qui est parfois ronronnante, qui n'est pas trop souvent flamboyante dans le jeu. Et les éperviers peuvent exploiter à satiété ces errements-là. Pour faire face, revenant à votre question, au Sénégal, le Togo doit être très rigoureux défensivement, avoir une très bonne organisation collective, avoir une certaine discipline tactique, une animation défensive sans pareil, une animation défensive qui véritablement doit pouvoir permettre à cette équipe de faire douter les Sénégalais. Les joueurs de la ligne défensive, notamment Dieng Dakonan ou Agbozokoul, ceux qui vont peut-être former l'as, et les autres, les latéraux, doivent être très proches les uns des autres, resserrer les lignes, faire les travaux de compensation. Si un joueur sort sur le porteur du ballon, il faut que l'autre vienne en couverture pour pouvoir venir colmater les brèches. Dans l'enjeu, il va falloir garder cet équilibre-là nécessaire avec peut-être cet tandem Enitier Henri Foul et le joueur de l'ASK Mani ou Gadja, qui seront chargés de la gestion de la couverture, mais également des sorties de balles. Il faut éviter de prendre moins de risques sur les sorties de balles, essayer de varier tantôt sur les longues ouvertures et bien évidemment sur le plan offensif, essayer de pouvoir véritablement combiner entre les lignes, dans les petits espaces, varier, essayer de jouer les secondes ballons dans les zones assez moins peuplées pour véritablement déséquilibrer cette défense sénégalaise qui parfois peut se révéler très lourde. Je pense qu'avec les percussions d'Ilas Bebou, même s'il n'a pas encore entamé la saison, il sera de la partie. Et bien évidemment, la présence de Flo Daïté, les éperviers peuvent foutre de la pagaille dans cette défense sénégalaise. Le Sénégal n'est pas une équipe imprenable. Nonobstant ses atouts, le Togo doit pouvoir véritablement jouer calmement ses chances, être juste techniquement, être précis et surtout être fort mentalement. Je pense que la clé de ce match, nonobstant l'animation tactique que va mettre en place Paulo Rebelo, Jorge Duarte, le nouveau sélectionneur du Togo, le technicien lusitannien, on verra sa touche, on verra sa première sortie, mais je pense qu'il n'a pas trop de temps pour pouvoir véritablement travailler l'aspect tactique et technique de cette formation. Il doit pouvoir s'appuyer sur l'aspect psychologique, notamment un nouveau discours, puisque véritablement le temps est assez court pour pouvoir véritablement mettre en place un projet de jeu cohérent de sa part. Donc, lui, il doit pouvoir se reposer sur l'aspect tactique, un discours novateur qui puisse véritablement rassénérer, remobiliser cette équipe qui est en lambeaux après le passage de Leroy. Et pour finir rapidement, Michel, Paulo Duarte n'a pas la baguette magique pour pouvoir faire changer. Il n'est pas le talisman pour pouvoir faire changer les choses. Je pense aujourd'hui... Tout revient aux joueurs peut-être. Bien évidemment, vous avez trouvé. Vous avez trouvé la solution. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, les joueurs ont une très grande responsabilité face à eux pour cette campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Tout part du rêve. Le déclic, c'est dans la tête. Il faut être galvanisé, décuplé, être déterminé, se sentir
investir de cette mission patriotique-là qui est de porter la tunique nationale. Ouais. Les autorités togolaises ont mis les moyens en œuvre, notamment le chef de l'État, le président de la Fédération togolaise de football. Toute la nation est derrière cette équipe. Même il faut une prière est organisée. On veut créer une certaine symbiose. Le Sénégal aussi va prier sans doute. Le Sénégal aussi va prier sans doute, mais bien évidemment, il faut que le public se réconcilie avec sa sélection nationale. Ouais. Et donc là, il faut que les joueurs véritablement se donnent sur le terrain, se battent comme des chiens, se battent comme véritablement des guéris sur la pelouse pour honorer ce drapeau togolais-là. Si derrière le résultat ne suit pas, on aura quand même essayé, on aura quand même perçu cette détermination de leur part et on n'aura rien à leur reprocher. Je pense aujourd'hui qu'il faut faire bloc autour de cette sélection. La sélection togolaise qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde en 2006, c'était une surprise véritablement à l'époque. Je pense aujourd'hui qu'on peut encore créer cette sensation. On va parler de la FIFA. Suivant donc l'exemple de la FIFA, on parle plutôt de la CAF. La CAF a également invité les clubs européens, notamment ceux du championnat anglais, la Première Ligue, à libérer les joueurs internationaux pour les prochains éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar via un communiqué publié mercredi sur son site officiel. Henri Akodo, qu'est-ce qui se passe? Les Anglais ont refusé de libérer les joueurs africains ou quoi? Il faut repréciser le contexte. Quand vous analysez un peu l'historiographie des clubs anglais, ils ne sont pas contre la libération des joueurs pour les sélections nationales. Les Anglais ont toujours perçu cela comme une publicité pour le championnat, le fait que les joueurs aillent jouer avec leur sélection. Mais aujourd'hui, le problème, en Angleterre, nous le savons tous, c'est ce contexte particulier de la Covid-19. Oui. Les autorités anglaises ont placé certains pays dans la zone rouge, des pays où sévissent cette pandémie, notamment les différentes variants liés à cette pandémie-là. Et donc, si un ressortissant anglais quitte le territoire pour aller et voyage dans l'un de ces territoires, il s'agit de 26 territoires, de 26 États, 26 pays. À son retour, ce ressortissant-là doit pouvoir observer une quarantaine de 10 jours. Et à ce niveau, vous convenez que ça pénalise les clubs anglais. Et donc, les clubs anglais prétendent que les joueurs vont rater 2 matchs de Premier League, un match de Champions League et un match de la Carabao Club, de la Carabao Cup. Donc, à ce niveau, ils seront diminués et ne pourront pas faire face véritablement à l'adversité, à cette compétition-là. Et donc, à l'unanimité, ils ont décidé, suite à cette décision des autorités anglaises, la Première Ligue, avec tous les clubs, ont décidé de ne pas libérer ces internationaux. Derrière, la FIFA, par la voix de son président Gianni Infantino, est en train de faire des plaidoyers. Il a contacté directement les autorités anglaises, notamment Boris Johnson, bien évidemment, pour qu'une exception soit faite pour ces joueurs-là. Parce que pour Gianni Infantino, la nécessité aujourd'hui, c'est de libérer ces joueurs pour qu'ils aillent en sélection, défendre leur sélection nationale pour ces campagnes des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Bien évidemment, les Africains sont concernés. Mohamed Salah de Liverpool, Sadio Mané de Liverpool, le Sénégalais, ils sont nombreux. Idrissa Gana Gueye, pas Idrissa Gana Gueye, Ismaïla Sarr, autant pour moi. Ils sont nombreux, ces joueurs africains qui vont peut-être être sevrés de ce démarrage du championnat et des éliminatoires dans la Coupe du Monde Qatar 2022, si bien évidemment une solution n'est pas trouvée. Mais je pense que la CAF et la FIFA sont en train de faire la plaidoyer nécessaire pour pouvoir véritablement permettre à ces joueurs internationaux de participer à cette début des éliminatoires. On peut estimer que la FIFA sera vite entendue. Par contre, la CAF, est-ce que vous pensez que le championnat ou bien la fédération anglaise de football va pouvoir répondre aussi aux Africains? Aujourd'hui, la CAF n'est pas dans une position, n'est pas dans une posture assez confortable. C'est une institution qui a été secouée par des scandales sur ces dernières années. Aujourd'hui, le docteur Patrice Motsepe, le nouveau président, essaie de donner une nouvelle image à la CAF. Je pense que pour la CAF,
aujourd'hui, l'avantage, c'est que la FIFA est derrière pour également pousser les autorités anglaises à pouvoir être cléments envers ces joueurs-là. Et donc, je pense qu'à ce niveau, la CAF a un soutien de poids. Et ce soutien de poids peut peser dans la balance. Il faut également préciser que ce ne sont pas que les Africains qui sont concernés par cette mesure. Oui. Il y a des Sud-Américains également, notamment les Brésiliens, Fabinho, Ederson, Gabriel Jesus de Manchester City qui sont concernés par cette mesure, les Sud-Américains. Donc, c'est une situation qui risque de pouvoir désavantager plusieurs sélections à travers la planète. Et la FIFA est visiblement déterminée à pouvoir faire fléchir les autorités anglaises par rapport à cette mesure-là. Allez, on va également parler du transfert Mbappé et Cristiano Ronaldo. On prend d'abord Mbappé. Qu'est-ce qui se passe? Il veut partir. Le club désire continuer l'aventure avec lui. On nous a fait savoir que le Real Madrid a fait des propositions au Paris Saint-Germain. Dernière minute, avec Mbappé, c'est fait? C'est conclu? C'est imminent. On se rapproche de la fin de ce feuilleton Kylian Mbappé qui nous a tenus en haleine tout le long de ce mercato estival. Plus que quelques jours avant la fin de ce mercato. Et donc, les journaux madrilènes, ce matin, ont annoncé avec fanfaronnade l'imminente arrivée de l'enfant de Bondy, le lutin magique, le rutilant joueur du PSG, qui risque de quitter le navire parisien. Les Madrilènes avaient d'abord fait une offre en début de semaine de 160 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international français, offre rejetée par Leonardo, qui visiblement voulait plus. Et donc, ils ont insisté. Et il me semble, selon les informations de Marca, hier, tard dans la nuit, les dirigeants madrilènes ont encore frappé et ils ont augmenté la cagnotte. On parle d'une somme importante de 170 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de bonus, ça fera 180 millions d'euros. 180 millions d'euros, qui est la même somme avec laquelle le PSG avait recruté Kylian Mbappé en 2017 au niveau de l'AS Monaco. Et 4 ans après, ils sont en passe de le vendre encore à 180 millions d'euros. Je pense que même si les Parisiens pourront être déçus du fait qu'ils seront délestés de ce talent majestueux, de ce talent patenté, de ce joueur exceptionnel qui est Kylian Mbappé, ils peuvent se réjouir quand même d'avoir fait une très bonne opération si jamais elle se concrétise, puisque vendre Kylian Mbappé à 180 millions d'euros alors qu'il lui reste 1 an de contrat, je pense que c'est une très bonne opération pour les Parisiens. La question logique qui peut se poser, comment remplacer ce joueur qui a terminé meilleur buteur du championnat de la Ligue 1 la saison dernière, qui a déjà marqué 113 buts avec le PSG en 4 saisons. Et cette question-là, je pense que les dirigeants parisiens sont à même de pouvoir véritablement trouver une solution. Aujourd'hui, ils ont une constellation de très bons joueurs au niveau de leur effectif, au niveau de la ligne offensive. Lionel Messi, Neymar, Mauro Icardi, Angel Di Maria. Donc, ils peuvent se contenter de ces joueurs-là, mais les connaissant très bien, ils vont essayer de frapper à nouveau pour aller dégoter, dénicher un nouveau talent pour substituer à Kylian Mbappé. On parle également de Cristiano Ronaldo chez les Sky Blues de Manchester City. Inoxydable, increvable, Cristiano Ronaldo, à 36 ans, a toujours faim. C'est comme du vin, il se bonifie à travers le temps. Et donc, aujourd'hui, il a constaté que la posture, la dimension de cette formation de la Juventus, de cette formation piémontaise, n'est plus à son goût pour pouvoir véritablement aller gagner, pourquoi pas, une 6e Champions League. Et donc, il a fait ce constat. Et les gens disent également que c'est Allegri qui le pousse à la porte. Je ne pense pas aujourd'hui se débarrasser d'un tel joueur, même à 36 ans. N'oubliez pas qu'il a terminé meilleur buteur de la Serie A la saison dernière, capo canoniere avec 29 buts. Et donc, au-delà du poids de l'âge, il était encore performant, même si on peut lui reprocher le fait qu'il n'a pas pu porter la Juventus de Turin au niveau des grands matchs décisifs de la Champions League. Il demeure quand même un joueur qui compte, bien évidemment. Le bilan, on peut le dire sur le plan
collectif a été un échec pour son passage au niveau de la Juventus de Turin. Si les choses se concrétisent, il va aller signer au niveau de Man City. Il me semble ce matin, la presse italienne, notamment le célébrissime journaliste Fabrizio Romano, a annoncé qu'il n'a pas pu s'entraîner avec ses coéquipiers. Il était au centre d'entraînement et il a fait ses adieux à ses coéquipiers. Son agent, le célèbre Jorge Mendes, au niveau de Manchester City, pour régler les derniers détails de ce transfert, on parle d'une somme de 25 à 30 millions d'euros. Si ce transfert vient de se réalise, je pense que Cristiano Ronaldo va encore apporter énormément de choses à ce football que nous admirons tous. 25 millions plus Gabriel Jesus, les gens parlent également de ça comme échange. Cristiano Ronaldo avec Pep Guardiola et surtout en pointe, hein, c'est ce que j'ai appris, Henri Akodo. Oui, les mauvaises langues peuvent être assez curieux pour pouvoir admirer, pouvoir observer un peu cette collaboration entre ces deux hommes. On sait qu'il y a une sorte d'inimitié qui caractérise ces deux hommes, puisque Pep Guardiola a été pendant plusieurs années un adversaire de Cristiano Ronaldo lorsqu'il entraînait le FC Barcelone et le Lusitanien jouait au niveau du Real Madrid. Mais ce sont des professionnels. Oui. Pep Guardiola en est conscient. Il sait que Cristiano Ronaldo pèse au minimum 30 buts par saison, toutes compétitions confondues. Il sait que Cristiano Ronaldo a dans son escarcelle 5 Champions League. Quand on sait que les Émiratis, notamment les dirigeants de cette formation mancunienne, les Sky Blues, veulent aller décrocher ce sacre, ce précieux sésame, ce Graal-là, avec l'expérience de Cristiano Ronaldo, qui sait comment gagner la Champions League. Je pense que Pep Guardiola fera preuve de professionnalisme pour pouvoir collaborer à bon escient avec ce magicien du football que constitue Cristiano Ronaldo. Tout ne sera pas rose pour le Lusitanien, mais je crois savoir qu'il a encore de la qualité à pouvoir donner à ce championnat de la Première Ligue. Et ce trio magique à venir, Sterling, Mahrez, Cristiano Aveiro, Ronaldo. Exceptionnel. Exceptionnel, quel gros matériel pour cet entraîneur Pep Guardiola, entre la vivacité, la créativité, la percussion de Sterling, entre la rapacité de Riyad Mahrez, et en face l'efficacité et la précision millimétrée de Cristiano Ronaldo. Je pense qu'il aura, en tout cas à son niveau, une palette assez élargie pour espérer aller décrocher un énième titre de Première Ligue et également la Champions League, pourquoi pas. C'est l'objectif sans doute principal. On va parler également des poules de la Ligue européenne des champions à venir. Dans le groupe A, nous avons Manchester City, on vient de parler de cette formation. Il y aura également le Paris Saint-Germain, il y aura Leipzig et le club Bruges venant de la Belgique. Henri, quelle analyse vous faites de cette poule A? Cette poule A va nous tenir en haleine. C'est une poule assez relevée, avec deux équipes qui ont terminé, qui ont été dans le dernier Caridas de cette compétition. Je parle de Man City et du PSG. Le Man City s'est défait du PSG en demi-finale, en aller-retour. Ce sont de très beaux retrouvailles entre ces deux équipes. Et bien, aussi visiblement, entre peut-être CR7 et Messi à venir. Entre peut-être CR7 et Messi à venir, ouais. Ce sera une rencontre assez palpitante, assez haletante à suivre. Deux entraîneurs au style qui est quasiment similaire, Pep Guardiola et Mauricio Pochettino, qui prônent le beau jeu, le football fluide, chatoyant, tourné vers l'avant, avec des stars qui seront sur la pelouse. Ces deux équipes-là, visiblement, vont composter leur ticket pour le deuxième tour, même si les autres également, notamment le club Bruges, n'auront pas à démériter. On aura tout le temps de disséquer tous ces groupes, mais on va également parler du groupe E, le Bayern, le FC Barcelone, Benfica, Lisbonne et Dynamo de Kiev. Le Bayern, une machine collective flegmatique, impitoyable, qui broie tout sur son passage, même si en fin de saison dernière, il y a un petit sable
qui s'est glissé dans cette machine-là. Je pense qu'avec l'arrivée de ce jeune entraîneur, Julian Nagelsmann, l'ancien entraîneur du Red Bull Leipzig, les Bavarois pourront visiblement faire face aux adversités dans cette poule, puisqu'il y a de la qualité. Serge Gnabry, on parle de Robert Lewandowski, le soulier d'or européen, le buteur patenté polonais, qui sera toujours au rendez-vous. On parle de ce temps de jeu composé d'un joueur comme Léon Goretzka, qui serait l'attraction cette saison en Champions League, côté Bayern Munich. Donc il y a quand même des éléments. C'est une poule assez relevée. Je pense que, bien évidemment, le Bayern Munich est le grandissime favori, nonobstant la qualité des autres équipes dans cette poule. Alors, on va terminer par le groupe B, l'Atlético de Madrid, Liverpool, le FC Porto et le grand retour, celui du Milan AC. C'est une poule assez relevée. On parle du retour du deuxième club le plus titré dans cette compétition. 7 sacres à son actif, le Milan AC, qui revient à la charge, non sans ambition, même si c'est un retour. Je pense que la formation lombarde va tout donner avec ces jeunes joueurs qui sont là, avec Olivier Giroud qui a été recruté pour apporter de l'expérience. Cette formation, dirigée par Stefano Pioli, va essayer de pouvoir faire mal à ses autres adversaires de cette poule, notamment Liverpool, qui est clairement l'équipe favorite, avec son trio magistral. Je pourrais parler même de carré magique, avec l'arrivée, avec le Diogo Jota, Sadio Mané, Mohamed Salah, sans oublier bien sûr Firmino. Mais il ne faut pas également minorer les qualités de cette formation de Porto, qui a joué les quarts de finale de la Ligue des Champions la saison dernière. Allez, Henri, on promet à nos très chers Scottiers de revenir en détail sur ces groupes et de les analyser avec minutie. Merci beaucoup, mon frère. C'est moi. Allez, on va marquer la pause pour le journal et on revient pour Regard Croisé.